Bonjour Monsieur Mbelou, Bonjour Monsieur Etienne Ngandou. bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, le président américain Barack Obama, dans une dépêche de presse qui est sortie cette semaine, il est dit ceci: Barack Obama a exhorté mardi son homologue rwandais Paul Kagame à cesser de soutenir les rebelles du M23 de la République démocratique du Congo voisine. Et dans leur conversation, poursuit la dépêche, M. Obama a souligné que tout soutien au groupe rebelle M23 est contradictoire au désir rwandais de stabilité et de paix. Et voilà ce que dit cette dépêche de la paix. Ben, selon vous, Monsieur Mbelou, est-ce un début des changements de la politique des États-Unis dans la région? Monsieur Etienne Ngandou, il est important de réfléchir posément sur cet échange qu'il y a eu entre Monsieur Obama et Monsieur Paul Kagame. Essayons de situer ce coup de téléphone dans un contexte un peu plus large. Le 11 décembre 2012, un ex-expert du groupe qui a travaillé pour l'ONU dans la sous-région des Grands Lacs intervient au Congrès américain avec certains autres Congolais. Dans son texte très détaillé, il montre que le M23 jouit du soutien du Rwanda et de l'Ouganda et que le Rwanda veut à tout prix atteindre un objectif principal au Congo, c'est-à-dire obtenir qu'il se crée un État fédéral autonome à l'est de notre pays. Cet expert, c'est Steve Ege, pour ne pas le citer. Cette intervention est faite le 11 décembre 2012. Le 15 décembre 2012, un ex-ambassadeur américain intervient pour introduire la présentation d'un parti politique rwandais intitulé, dont dénommé comme suit: Parti pour la démocratie au Rwanda. Et cet ex-ambassadeur, c'est M. Robert Gruger. Dans son intervention, il essaie de montrer que M. Paul Kagame a orchestré un deuxième génocide au Rwanda après le génocide de 1994. Monsieur Robert Gruger insiste sur le fait que Paul Kagame ne vole pas tout simplement les élections au Rwanda, mais il vole aussi les vies et il soutient les milices au Congo. Et quand vous lisez le message que Barack Obama a livré à Paul Kagame et celui que M. Gruger a livré à la sortie du parti pour la démocratie au Rwanda, vous voyez qu'il y a une convergence de vues. Les deux disent ceci: Paul Kagame soutient le M23 et les groupes armés au Congo. Donc, eux vont au-delà du simple soutien de Paul Kagame au M23. Ils affirment que Paul Kagame soutient d'autres groupes armés au Congo. Et quand vous lisez le texte de l'ex-expert de l'ONU, M. Steve Ege, vous vous rendez compte que Paul Kagame recycle les ex-FDLR pour les renvoyer au Congo dans les rangs du M23. Donc, à partir de cette convergence de vues entre le président américain Barack Obama et l'ex-ambassadeur qui est aussi du même parti que Barack Obama, Robert Gruger, il y a lieu d'affirmer qu'il y a un changement qui est en train de se préparer dans la sous-région des Grands Lacs. Mais pas un changement, c'est mon hypothèse, pour pouvoir mettre fin aux souffrances des Congolais, mais un changement que
ceux qui ont orchestré la guerre de basse intensité dans la sous-région des Grands Lacs, c'est-à-dire les Américains et leurs alliés, un changement qu'ils vont pouvoir continuer à contrôler. Bon, en tout cas, pour la presse de Kinshasa, c'est la fin de l'idylle entre Kagame et les États-Unis, puisqu'il titrait cette semaine, par exemple, que lui, Paul Kagame, se trouve dans les collimateurs de Barack Obama en raison de son soutien au mouvement rebelle M23. Est-ce un peu naïf de la part de cette presse de jubilé déjà? Et jubilé déjà, c'est ne pas connaître ces acteurs pléniers de la guerre de basse intensité qui se mène chez nous. Ils peuvent à tout moment changer leur fusil d'épaule. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans leur mode de fonctionnement, dans leur mode opératoire, ils donnent l'impression à un certain moment qu'ils essayent de reculer, mais souvent c'est pour mieux sauter. Si ils ne trouvent pas mieux pour remplacer Paul Kagame, ils vont le garder tout en essayant de donner l'impression qu'ils l'ont désavoué. Parce que M. Etienne Landou, quand on essaye de parcourir l'histoire du monde et les différentes interventions des États-Unis à travers certains pays du monde, on se rend compte que les États-Unis ont toujours été du côté des dictateurs qu'ils créent. Mais ici, pour le cas présent, si nous avions un président sérieux, un gouvernement sérieux au Congo, nous aurions pris les États-Unis au mot. Nous aurions traduit Paul Kagame à la Cour internationale de justice en arguant qu'il a violé le droit humanitaire international et qu'il y a des témoins, et les témoins sont là, qui attestent qu'il soutient le M23 et d'autres groupes armés chez nous. Mais malheureusement, nous n'avons pas un gouvernement responsable, nous avons des complices du pouvoir de Kigali, c'est-à-dire le pouvoir de Paul Kagame et de Yoweri Museveni à Kampala. Donc, nous n'avons rien à attendre de ces messieurs-là. Mais, Monsieur Mbelou, en l'état actuel des choses, je vais parler de nous les Congolais. Est-ce que les Congolais peuvent-ils faire confiance aux États-Unis, je vais dire faire confiance dans cette communication qu'il y a de la part des États-Unis, parce qu'entre ce qu'ils disent et les actes qu'on voit sur le terrain, il semble qu'il y ait un gouffre là. Non, ça ne servirait à rien de faire confiance aux États-Unis, parce que c'est un pays qui souvent a deux discours. Un discours officiel et un discours officieux. Quand vous essayez d'analyser l'échange entre Barack Obama et Paul Kagame, le texte commence par dire que Barack Obama exhorte. Comment peut-on exhorter un criminel de guerre à pouvoir cesser le soutien qu'il offre aux autres criminels qu'il constitue en milice pour pouvoir déstabiliser le pays voisin? Mais c'est une façon de vous dire que derrière Paul Kagame, il y a ce pays-là qui a orchestré la guerre de basse intensité qui est menée contre nous. Et ce pays-là ne serait pas prêt à pouvoir couper la branche sur laquelle il est assis. Si il ose le faire, c'est que il a trouvé un remplaçant à Paul Kagame qui pourrait poursuivre le sale boulot que Paul Kagame a commencé, mais peut-être de manière un peu plus subtile. Très bien, nous en arrivons maintenant à Joseph Kabila. Après avoir reçu la classe politique, il a rencontré les jeudis 20 décembre les évêques de la Senko pour examiner la situation qu'il y a dans l'est du pays. Et l'abbé Léonard Satendi Kinkupu, Santedi, voilà, Kinkupu, secrétaire général de la Senko, a affirmé à la presse que les évêques ont voulu rencontrer le président et d'autres responsables du pays en vue d'apporter leur contribution aux efforts communs pour amener la paix au pays. Tout d'abord, un mot sur la démarche de la Senko. Est-ce que vous l'approuvez? Est-ce qu'elle vous paraît
Est-ce qu'elle est cohérente? C'est une démarche qui me paraît assez complexe. Je m'explique. Je n'arrive pas à comprendre comment les évêques, dont l'un des membres de la SENCO a dit haut et fort que les élections présidentielles telles que c'était passé n'étaient les résultats qui en avaient été récoltés n'étaient conformes ni à la vérité ni à la justice. Je n'arrive pas personnellement en tant qu'individu à comprendre que ces évêques aillent à la rencontre de quelqu'un issu d'un processus électoral dont les résultats n'ont été conformes ni à la justice ni à la vérité. Monsieur Etienne Landou, pourquoi est-ce que j'ai dit cela? J'ai peur que ça puisse créer un précédent éthique dangereux. J'ai peur que les jeunes de chez nous et les membres de notre Église catholique ne puissent croire que l'Église catholique est à même de pouvoir soutenir un tricheur et un fraudeur. J'ai peur que cette image-là ne puisse s'incruster dans les esprits et les cœurs des fidèles catholiques. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est, il est possible que cela puisse créer un précédent éthique dangereux pour l'avenir de l'Église. Parce que demain, est-ce que l'Église pourra se présenter comme autorité morale s'il arrivait qu'un autre, après Monsieur Joseph Kabila, puisse par exemple frauder aux élections? Chercher à créer une cohésion autour de quelqu'un reconnu notoirement comme ayant orchestré un hold-up électoral après les élections de novembre 2011 me paraît être un pari très risqué. Ce n'est qu'un point de vue. Maintenant, s'ils sont capables d'aller au-delà de Joseph Kabila pour pouvoir rencontrer d'autres acteurs impliqués dans la crise actuelle de notre pays, c'est tant mieux. Mais franchement, je le dis en tant qu'individu, et ça ne m'engage que moi-même, je ne trouve pas beaucoup de cohérence dans cette démarche engagée par notre Église. Elle peut évoquer le fait que elle défend un évangile qui n'exclut personne, qui va vers les paumés de la société, un évangile qui va vers les pécheurs et les marginalisés. Bon, je pourrais le lui concéder, mais ma peur est qu'elle ne puisse créer un précédent, un antécédent éthique pouvant un jour témoigner contre elle. Voilà ce que je peux dire au sujet de cette démarche. Mais que l'Église prenne la décision de pouvoir rencontrer beaucoup d'autres acteurs, pas simplement congolais, occidentaux impliqués dans la crise de notre pays, je trouve que c'est bien de pouvoir poursuivre cette démarche-là. Mais M. Mbelou, vous affirmez régulièrement lors de nos entretiens que le pouvoir de Joseph Kabila est issu d'un processus frauduleux, mais que l'Église catholique aille aujourd'hui les rencontrer dans ce qu'on appelle actuellement à Kinshasa une espèce de cohésion nationale. N'est-ce pas là une manière de légitimer le pouvoir? Parce qu'on sent bien que c'est lui qui a l'initiative dans cette histoire de cohésion nationale. Monsieur Landou, moi je ne contredis pas ce que vous dites. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il est possible que cette démarche de l'Église puisse créer un antécédent éthique fâcheux, un antécédent éthique dangereux. Hein. Personnellement, si j'avais été consulté, je ne conseillerais pas à nos pères, les évêques, de pouvoir engager cette démarche-là au vu et au su de tout le monde. Mais il semble qu'en politique, il est bon de pouvoir dialoguer avec tout le monde et de ne pas exclure certains eu égard à ce qu'ils auraient orchestré comme forfait.
Ah, mais comme je venais de vous le dire, Monsieur Etienne Ngandou, au niveau personnel, je trouve que cette démarche-là est risquée et elle pourrait coûter cher à l'Église dans les jours, dans les mois et dans les années à venir. Cela étant dit, je me réalise que chercher à créer une cohésion nationale autour de quelqu'un qui ne jouit pas d'une véritable légitimité politique, c'est s'engager sur une fausse piste. Euh, Parce que je ne vois pas ce que ce monsieur-là signifie dans le processus actuel en tant qu'acteur politique. Qu'est-ce qu'il représente? La fraude? Qu'est-ce qu'il représente? La tricherie? Qu'est-ce qu'il représente en tant que symbole? Si vous relisez le texte de M. Steve Ege que je venais d'évoquer, vous vous rendrez compte qu'il y a une très grande complicité entre le pouvoir de Kinshasa, Kampala et Kigali. Donc, notre Église risque d'être accusée demain d'avoir participé au jeu auquel se livre M. Joseph Kabila, le jeu de l'émiettement de notre pays. En tant qu'individu, je me dis, il y a risque, notre Église a pris un risque sérieux en s'engageant sur cette voie-là. Ce n'est qu'un point de vue relativisable. Très bien. Un mot sur la cohésion nationale, hein. C'est les concepts qui est actuellement à la mode à Kinshasa. Monsieur Donc, Etienne Nando. euh, appelé de tous ses voeux par Joseph Kabila, ben, un politicien proche de Léon Kengo, au nom de Michel Bongongo, sur Radio France Internationale, hein, ce que j'ai lu cet après-midi, ben, pour lui, il explique tout d'abord que la cohésion nationale ne se décrète pas. Hein, référence faite à l'appel de Joseph Kabila dans son dernier discours au Congrès qu'il a fait le samedi passé. Hein, pour les partisans des négociations républicaines, la cohésion nationale s'est construite. Hein. Elle suppose la mobilisation permanente des diverses composantes de la population autour de la République une et indivisible. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je partage le point de vue de ce monsieur-là, monsieur Etienne Ngandou. La cohésion nationale ne se décrète pas. Monsieur Etienne Ngandou, pouvez-vous vous imaginer que chez nous, au Congo, aujourd'hui, nos populations ne savent pas ce qui se passe à Kampala autour de toutes ces négociations? Il n'y a aucune information qui passe. Nos populations sont obligées de se référer à des radios étrangères pour avoir des bribes d'informations sur ce qui se passe dans notre pays. Mais monsieur Tengandou, autour de quoi va-t-on construire la cohésion nationale? Ça, c'est d'un de deux. Nos populations ne participent pas au partage des retombées de la gestion de ce pays-là. Il n'y a que le 1% des jouisseurs qui, pour la plupart, coopèrent avec le Rwanda et l'Ouganda et le M23, qui prennent le gros morceau de gâteau. Comment voulez-vous aller demander aux populations paupérisées qui meurent de maux de tête, qui meurent de malaria, et cela au quotidien, de pouvoir constituer, de pouvoir se mobiliser pour une cohésion nationale autour d'une question dont elles ne connaissent ni les tenants, ni les aboutissants. Je n'ai pas vu un seul instant ce monsieur qui gère à défaut le pays aujourd'hui organiser des campagnes de sensibilisation de nos populations sur ce qui se passe réellement à l'est de notre pays. On va se mobiliser autour de quelle idéologie? Autour de quelle valeur? Autour de quelle figure symbolique et emblématique de la politique actuelle de notre pays? J'ai l'impression que chez nous, nous sommes un peu malades de l'usage des mots et des expressions. On parle de la cohésion nationale, on parle de ceci, de cela, mais on ne dit pas les valeurs autour desquelles nos populations peuvent se mobiliser pour pouvoir défendre l'intégrité de nos frontières, mais surtout pour qu'elles s'engagent dans un processus d'autodétermination. Ce qui est essentiel aujourd'hui pour nous, ce n'est même pas
euh, 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 cette, ce théâtre de guerre à l'est de notre pays, c'est que nous puissions avoir ce qu'il nous faut pour jouir de notre souveraineté politique, économique et culturelle. Mais les messieurs qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui disent qu'ils sont en guerre contre le M23 ou contre le Rwanda ou contre l'Ouganda, ces messieurs ont déjà vendu notre pays. Ils l'ont hypothéqué, ils l'ont vendu aux multinationales et à leurs autres parrains. Donc, monsieur Etienne Ngandou, pour mes résumés, je dirais que je ne vois aucune idéologie, je ne vois aucune valeur, je ne vois aucune valeur et aucune figure emblématique autour desquelles une cohésion nationale pourrait se dessiner aujourd'hui dans notre pays. Mais l'impression qu'on a aussi, c'est que on veut mettre en avant ces concepts de cohésion nationale pour occulter les vrais problèmes. Par exemple, les vrais déficits démocratiques qu'il y a actuellement au Congo. Au nom de cette cohésion nationale, eh ben, on demande à tous. C'est une manière de mettre tout le monde au pas. Oui, monsieur Tengandu, c'est une tactique utilisée par les usurpateurs du pouvoir aujourd'hui en poste au Congo, c'est-à-dire ils vous créent une guerre, ils vous tiennent un discours que vous savez avaler facilement pour pouvoir s'imposer sur vous et poursuivre leur macabre besogne, c'est-à-dire vendre le piller à moindre frais, s'enrichir illégalement et illégitimement et plonger les masses entières de nos populations dans la misère qui ne dit pas son nom. Alors, comme ces messieurs-là ont fait l'expérience que la plupart de nos compatriotes applaudissent à n'importe quel discours sans prendre le temps de vérifier la réalisation de ce discours dans les faits, ils nous servent depuis tout un temps des discours que nous pouvons applaudir et eux continuent leur petit bonhomme de chemin. Ils poursuivent leur sale besogne de tuer, violer, piller et vendre notre pays. En tout cas, il y a bien quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce concept de cohésion nationale. C'est le député national Nemwanda Nsemi du mouvement Bundulia Congo. Lui, il accuse carrément les régimes en place d'encourager le terrorisme en RDC et il affirme que la RDC est un État artificiel, un pays multinational, un mariage forcé créé par le roi Léopold II qui a rassemblé des forces plusieurs ethnies aux mentalités diverses et divergentes. Qu'est-ce que vous pensez de ces points de vue? C'est un peu iconoclaste, hein? Oui, mais j'ai lu le texte auquel vous faites allusion. Il y a beaucoup de points positifs à retenir. Nous ne devrions jamais oublier que notre pays est un pays composé de plusieurs nations, de plusieurs royaumes. Hein, souvenez-vous, il y avait le royaume Loba, il y avait le royaume Lunda, il y avait le royaume Kuba, il y avait le royaume Congo, il y avait plusieurs royaumes qui ont été fusionnés parce que ces royaumes devaient servir de vache à lait au roi Léopold II. Et cette fusion ne s'est pas faite de manière harmonieuse. Hein, c'est vrai que M. Mobutu a essayé de forcer la note pour pouvoir conserver et tant bien que mal cette unité artificielle, mais et elle s'est aussi réalisée un tout petit peu à travers les différents mariages contractés par les Congolais, à travers les déplacements des fonctionnaires tels que c'était organisé sous Mobutu. Mais je donne totalement raison à Nemwanda Nsemi. Il y a eu une telle cacophonie dans le mélange que on se retrouve à défendre souvent des valeurs contradictoires. Je prends un exemple bête. Vous avez nos filles Baluba qui aujourd'hui, quand elles arrivent à Kinshasa, se prostituent en disant bon, nous ne serons plus retournés chez nous parce que chez nous il y a le Chibao. Donc,
il y a tous ces mélanges-là qui ont créé un peuple artificiel et qui demanderait qu'un jour, on puisse y revenir pour voir dans quelle mesure sauver les valeurs dans lesquelles la plupart de nos royaumes croyaient avant ce mélange, ce mixage et ce brassage. Ça, Mais c'était est-ce à un dire deux. que, M. Mbelou, est-ce à dire que les Congo Zaïre ne deviendra jamais un État-nation? Ça pourrait devenir un État multinational. Il faudrait, c'est mon point de vue, un point de vue que je partage d'ailleurs avec Neman Ansemi, il faudrait que nous nous rendions à l'évidence que si nous ne reconduisons pas la multinationalité de notre pays, nous ne réussirons pas à en faire un État aussi centralisé que nous voulons avoir jusqu'à ce jour. Il faudrait que nous nous rendions à l'évidence que le Congo est un État multinational. C'est très important et qu'il ne peut s'épanouir qu'à partir de la reconstitution et de l'autonomisation de ces multinations et de leur fédération autour des valeurs constitutionnelles, autour des règles que nous pourrons partager ensemble demain. Si nous ne déployons pas cet effort de l'intelligence, c'est important, M. Tengandou, il y a un effort de l'intelligence à déployer à ce niveau-là pour la refondation d'une nation multinationale au cœur de l'Afrique. Je disais que c'était de deux. Quand vous relisez le texte de l'article où les propos de Nemwana Semi sont commentés, vous vous rendez compte que Nemwana Semi s'est plaint, il dit, quand les révoltes, quand les milices, quand il y a des rébellions qui éclatent à l'est de notre pays, on les caresse dans le sens de leur poil. Mais quand, à l'ouest, il y a les mêmes phénomènes, on s'érule dessus, on tue, on pille, on cherche à anéantir ces mouvements si ils sont orchestrés à l'ouest. Et le cas de Bundu Congo. Monsieur Etienne Nandou, je pense que vous avez vu, comme moi, les différentes images qui ont circulé sur le net autour de la façon dont les adeptes de Bundu Congo ont été massacrés dans le bas Congo. Et vous avez aussi vu comment les adeptes de cette secte ou mouvement politico-militaire de l'Équateur, comment ces adeptes ont été massacrés, tués. Il y en a qui croupissent en prison jusqu'à ce jour sans qu'ils aient été un seul instant jugés. Donc, dans les propos de Nemwana Nsemi, il y a des questions qui demandent d'être approfondies. Mais j'ai l'impression que, comme il y a aujourd'hui beaucoup d'ignorants en politique chez nous, il est très peu probable que ces questions-là puissent être abordées en toute sérénité. Très bien. Pendant ce temps à Kampala, c'est déjà Noël, hein, puisque les négociations politiques entre les gouvernements de Kinshasa et les rebelles du M23 sont ajournés jusqu'au 4 janvier 2013. Monsieur Mbelou, faut-il encore accorder les moindres crédits à ce qui se passe à Kampala? Non, monsieur Etienne Rando. Essayez de lire calmement l'article que j'ai mis, que je vous ai envoyé, que vous avez mis sur le site de Congo One. Les négociations sont déjà terminées. C'est peut-être malheureux de le dire, mais regardez, monsieur Etienne Rando. Quand est-ce que les négociations ont commencé et quand est-ce qu'elles se sont terminées? Quand M. Joseph Kabila est allé rencontrer M. Yoweri Museveni et M. Kagame et qu'ils ont échangé à trois, en secret et en dehors des caméras, à l'écart de toute caméra, à l'écart de tous les journalistes, c'est à ce moment-là que les véritables négociations ont eu lieu
et ont été clôturés. Ils ont essayé de nous illusionner en faisant des communiqués de presse qui ne traduisaient pas la quintessence de la rencontre qu'ils ont eue. Donc, à ce moment-là, une bonne partie des négociations était déjà faite. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, M. Etienne Ngandou, que le quartier général du M23 se trouve en Ouganda et que le M23 est une création et du Rwanda et de l'Ouganda. C'est d'un. De deux. Quand M. Barack Obama téléphone à M. Kagame et qu'il dit qu'il a transmis le même message à M. Joseph Kabila, les négociations ne servent plus à rien. Parce que ce sont ces deux-là, ce sont ces deux nègres de service qui vont faire le reste du travail. Alors, on va présenter à Kampala sur la scène, d'un côté, les figurants du M23 et de l'autre, les figurants du gouvernement avec notre frère Tshibanda Tongamulongo au devant de la ligne. Mais ce ne sont que des figurants. Rappelez-vous, M. Etienne Ngandou, le M23 avait dit qu'il ne participerait aux négociations que si M. Joseph Kabila est là en face. Pourquoi? Le M23 disait qu'il en avait marre de pouvoir négocier au secret et qu'il voulait avoir en face de lui M. Joseph Kabila, les membres de la diaspora, les membres de l'opposition, M. Etienne Ngandou. Tout cela n'a pas eu lieu et le M23 est quand même à la table de négociation. C'est-à-dire que au moment où les gens de Kinshasa sont mis dans l'avion pour aller à Kampala, les négociations étaient déjà terminées. Je renvoie dans l'article que vous avez mis sur le site de Congo One au chapitre 17 du livre de Pierre Péan, Carnage, les guerres des grandes puissances en Afrique. Et quand vous lisez le chapitre 17 de ce livre-là, vous vous rendez compte que toutes les négociations qui ont déjà eu lieu depuis la guerre de l'AFDEL jusqu'à ce jour n'ont jamais été menées essentiellement par les figurants. Ce sont les parrains qui organisent des textes qu'ils proposent aux figurants pour qu'ils puissent signer. Donc cette fois-ci, il y a eu deux grands moments, la rencontre de Kabila, Museveni et Kagame et le coup de fil de Barack Obama. Donc ces deux grands moments ont signé la fin des négociations. Les bouffons et les figurants vont continuer à jouer au théâtre, mais ça ne signifiera absolument rien. Ils vont balancer sur les médias publics des décisions qui ne serviront qu'à infiltrer encore une fois les institutions et les structures de ceux qui nous restent d'État chez nous. Et d'ailleurs, certains membres du mouvement politico-militaire du CNDP ont été déjà validés comme membres de l'Assemblée nationale à Kinshasa, c'est-à-dire que la solution politique a été trouvée, le reste ne signifie absolument rien, c'est de la mascarade, l'infiltration de nos institutions étatiques va se poursuivre pour que nous soyons davantage fragilisés afin que l'émiettement de notre pays se réalise davantage. En tout cas, Raymond Chibanda, qui conduit la délégation du gouvernement de Kinshasa, lui s'est dit optimiste quant à l'issue de ces négociations. Un mot sur Raymond Chibanda. Dans quel rôle est-il exactement par rapport à cette situation? Est-il une marionnette? Un bouffon. Un monsieur par ailleurs très intelligent. Vous savez, monsieur Etienne Ngandou, il y a de ses compatriotes qui m'ont poussé à remettre en question l'intelligence dont nous avons fait montre à l'école. Quand vous avez un monsieur comme Raymond Chibanda, quand vous avez un monsieur comme Mende, quand vous discutez avec ces messieurs-là, d'homme à homme, vous vous rendez compte que vous avez affaire à des messieurs valables, mais ils opèrent au sein d'un système pourri, corrompu, vendu, et malheureusement, ils acceptent de jouer le rôle de bouffon, le rôle de figurant. Et c'est
de la rupture de ce système-là et de la refondation d'un autre pays qu'il doit être question. Tant qu'on poursuivra les démarches au sein de ce système corrompu, pourri, vendu, rien n'en sortira de bon. Et c'est peut-être là l'un des défis graves que l'histoire est en train de nous lancer. Regardez de temps en temps la mine de Raymond Tchibanda. Il est malheureux, mais il a la corde au cou. Il est dans le système, il ne sait rien faire. Il ne peut rien faire d'autre que se défendre le mieux qu'il peut. Mais qui va aller convaincre Raymond Tchibanda qu'après que Kagame, Museveni et Kabila se soient rencontrés, après que Barack Obama ait téléphoné à Kagame et ait transmis le même message à Kabila, il n'y a plus de négociations, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Mais que voulez-vous? Ces gens-là doivent quand même donner l'impression qu'ils travaillent, malheureusement. C'est un malheureux, c'est un pauvre type, on peut le plaindre, mais qu'est-ce que vous voulez? Très bien, toujours sur ces mêmes sujets par rapport à la situation qu'il y a à l'est du pays. Une enquête menée par un site des Congolais de l'Est, je pense, hein, et ils ont dit que lorsqu'il s'agit de s'informer de la situation politique sur la RDC, les Congolais suivent davantage les radios et télévisions étrangères, jugées plus crédibles et plus indépendantes. Partisans, les médias locaux, eux, sont suivis pour la musique, les sports et les séries télévisées américaines. Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il? Puisque je signale au passage que M. Lambert Mende, qui est ministre de la Communication, il est aussi ministre, il a dans ses prérogatives ce qu'on appelle la citoyenneté, hein, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que cela vous inspire-t-il que les Congolais ne fassent pas du tout confiance en leurs propres médias en ce qui concerne l'actualité politique? Mais je me souviens avoir lu le même article. Hein. On essaie d'interroger un taximène Louchois sur les tirs qu'il y a eu à l'aéroport de Lubumbashi. Il n'en est pas au courant. Hein, il y a eu des échanges de tirs à l'aéroport et lui, taximène, n'est même pas au courant. C'est ainsi que, avec les autres compatriotes, ils s'indignent, ils disent mais qu'ils ne sont informés de rien. Et que pour avoir les informations sur notre pays, ils doivent recourir aux radios étrangères. Il y a même un enseignant, quand vous lisez calmement cet article-là, qui dit qu'il a dû se sacrifier pour trouver une antenne parabolique afin de capter les télévisions étrangères. C'est-à-dire que les médias chez nous se sont organisés pour abrutir, appauvrir nos populations mentalement et spirituellement. Je crois avoir mis dans l'un de mes articles sur le Mumba cette phrase-ci. La conquête des cœurs et des esprits précède celle de terre. Quand vous réussissez à ensorceler les cœurs et les esprits des populations en les paupérisant spirituellement, mentalement, moralement et même matériellement, vous réussissez facilement à pouvoir les piller, les dompter, les tuer et les exclure du partage du gâteau national. C'est ce que les gouvernements actuels sont en train de faire, appauvrir anthropologiquement nos populations pour qu'elles ne soient capables de ne réclamer quoi que ce soit. Donc, c'est une façon d'exclure les masses populaires du partage de l'information pouvant contribuer à la naissance de l'esprit critique dans ces masses pour que le 1% auquel appartient la plupart des politiciens, que ce soit dans ce qu'on appelle majorité présidentielle ou opposition, que la plupart que ce 1%-là puisse à jamais régner sur nos masses populaires. Donc, c'est pour vous dire que, M. Etienne Ngandou, nous avons besoin de la renaissance d'une autre classe politique qui pourrait comprendre que c'est en essayant de créer et de recréer des lieux d'apprentissage en commun avec nos masses populaires que nous réussirons demain à renverser les rapports de force
qui nous sont défavorables jusqu'à ce jour. Mais malheureusement, nous n'en sommes pas là et nos populations manquent même le minimum d'informations qui pouvaient être mis à leur disposition. Très bien. Pour finir, un mot sur Mathieu Ngunjolo. Euh, le gouvernement de Kinshasa a salué la décision de la CPI de libérer l'ancien chef milicien après son acquittement mardi par la Cour pénale internationale des crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Donc, par la bouche de son porte-parole, Lambert Mende a déclaré que c'est une décision de justice et que le gouvernement congolais en prenait acte. Dans cette histoire, Mathieu Ngunjolo a été présenté comme un seigneur de guerre. Et maintenant, on nous dit qu'il est innocent de tout ce dont on l'accuse. A-t-il été un simple fusible dans cette histoire? Monsieur Étienne Ngandou, ma lecture de certains livres sur le fonctionnement de la Cour pénale internationale m'ont convaincu que c'est une cour au service de l'oligarchie, des oligarchies d'argent occidentales. Moi, je ne fais pas très confiance à cette cour-là. Je ne crois pas dans les décisions qu'elle prend. Je vous rappelle que je vous renvoie de temps en temps à un livre qui m'a aidé à comprendre le fonctionnement de la justice, d'une certaine justice internationale, le livre de Florence Hartmann, Paix et Châtiment, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale. Voilà pourquoi, quand on a lu ces livres-là, quand on a lu le livre de Carla Del Ponte, Madame les criminels de guerre et moi, Madame la procureure accuse, je ne fais pas tellement confiance à cette cour de justice internationale au service des grands de ce monde, au service des oligarchies d'argent. Donc, j'ai lu la décision, mais elle m'a laissé froid parce que je ne fais pas confiance à la Cour pénale internationale, même si pour certaines actions, elle est nécessaire symboliquement. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mbelou, pour cette dernière émission de 2012. Rendez-vous est pris donc en début d'année prochaine. Merci, Monsieur Étienne Ngandou. Je souhaite les bonnes fêtes à nos compatriotes. Je leur demande de ne pas baisser la garde, qu'ils puissent rester éveillés. La lutte continue. Elle est encore âpre. Et nous avons besoin d'avoir des patriotes résistants qui la poursuivent sans coup férir. Nous avons besoin de beaucoup de courage, de beaucoup de persévérance et de beaucoup d'esprit d'abnégation. Merci, Monsieur Étienne Ngandou, et à l'année prochaine. Merci à vous aussi, à l'année prochaine. Merci bien.